également nommée localement Colmar-les-Alpes, est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est colmartien. Le bourg de Colmar est situé au confluent du Verdon et de la Lance, à 1230 mètres d'altitude. Les communes limitrophes de Colmar sont Allot, Antrône, Saint-Martin d'Antrône, Castellet-les-Sauces, Toramout, Beauvezer, Villars-Colmar. Le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence couvre également la commune de Colmar. La commune compte 2807 hectares de bois et forêts, soit 34% de sa superficie. Cours d'eau sur la commune ou à son aval, rivière le Verdon, ravin de Clignon, de Vaplane, des Muletiers, de Lubac, de Saint-Pierre, du Mounard, torrent la Lance, et la Chasse. Les lacs de l'Encombrette, et de Lignin. La rivière principale de la commune est le Verdon, encore proche de sa source, qui la traverse du nord au sud, en passant au pied du bourg. Ses affluents rive gauche sont le ravin de Tronchon, descendant de Rochecline et limitrophe d'Allot, le ravin de Clignon, le ravin de la Lance, dont une des cascades est un site classé. Les affluents rive droite coulent tous sur les flancs de l'Otapie, le ravin de la Cascade, qui produit la cascade de Chaumy, le ravin de Clos-Charbonnier, et le ravin de la Droie. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Allot-Colmar, auquel appartient Colmar, est en zone 1B, risque faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Colmar est également exposée à 4 autres risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, les inondations dans la vallée du Verdon, et les mouvements de terrain. Certains versants sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Colmar n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique, recensés par la préfecture. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2006, pour les risques d'inondation et de mouvements de terrain, et le DICRIM n'existe pas. La commune a été l'objet de 5 arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations, glissements de terrain, et coulées de boue en 1994 et 2003. Elle a aussi été incluse dans le périmètre de l'arrêté pour le tremblement de terre de 1984, même s'il n'y a été que très faiblement ressenti. 7 tremblements de terre sont ressentis de la manière la plus sensible dans la commune entre 1938 et 1997. Toponymie. La première mention de l'origine dans les chartes date de 1040, sous la forme Colomartio, soit la colline de Mars, selon les toponymistes Ernest Nègre et le couple Fénier. L'historien local Adrien Roux lit Calas Martis, et en fait une corruption de Calas Martini, la colline de Saint-Martin, d'Antrône. L'usage s'est transmis d'appeler une colline proche de la ville la colline Saint-Martin. La mairie agit activement pour établir le nouvel endonyme Colmar-les-Alpes, qui permet de ne pas confondre la commune avec le Colmar alsacien, sans la lettre S finale. Cet endonyme est utilisé par la mairie sur les panneaux routiers, ainsi que pour l'office de tourisme de Colmar-les-Alpes, au Verdon, pour ses adresses postales, et pour son référencement payant dans les annuaires privés, page jaune. Le changement de nom de commune est voté par délibération du conseil municipal du 25 octobre 2001. Néanmoins, il est constaté, après avoir entendu le Conseil d'État, que le changement de nom de commune n'est pas justifié par décret du 1er août 2003. Un tel rapport du Conseil d'État est un cas d'école, qui laisse supposer un manque de cohérence de la délibération du conseil municipal, c'est-à-dire que la raison invoquée ne serait pas cohérente avec le nom délibéré. Par exemple, l'adjonction d'un terme géographique les Alpes ne serait pas cohérente avec l'utilisation du nom au Verdon. Autre exemple, le risque de confusion ne serait pas établi, Colmar étant elle-même une référence pour la commune de Villars-Colmar. Toutefois, les communes restent totalement libres de changer leur nom, notamment si elles ont envisagé toutes les suggestions, Colmar-sur-Verdon, Colmar au Verdon, Colmar de Haute-Provence, Colmar en Provence, Cormars, Colmars, Colmars, Colmar en Mercantour, suivi d'un référendum local consultatif. Mais au contraire, il est vrai qu'en 1928, il a été constaté qu'était justifié le changement de nom de commune de Saint-André en Saint-André-les-Alpes. En occitan vivaro-alpin, la commune se nomme Cormars.
Histoire. Sur la route du col des Champs, la découverte d'une hache de l'âge du bronze atteste de l'occupation humaine de la vallée à cette époque. Quelques tombes sous tuiles de l'époque romaine ont également été découvertes. Le nom du peuple installé dans la haute vallée du Verdon n'est pas certain, mais il peut s'agir des Aiguituries. À la fin de l'Empire romain, la haute vallée du Verdon dépend de la civitas et de l'évêché de Thorame. Moyen Âge. La communauté de Colmar dépendait des comtes de Provence. Le comte Raymond Béranger V accorde, le 27 novembre 1233, un consulat au bourg de Colmar, en même temps et selon les mêmes termes qu'Allo et Beauvezer. Le consulat est une institution collégiale comprenant un chevalier, désigné parmi les nobles de la localité, 3 notables, et le bailli ou bel, représentant le comte. La charte de 1233 précise quels sont les cas où la justice sera rendue par les consuls, la justice civile, et limite le montant des censes et du droit de cavalcade prélevé par le comte. L'abbaye Saint-Victor de Marseille prélevait la dîme sur les fromages produits, dits de Thorame. Après avoir été rattaché en 1342 à la viguerie de Castellane par le comte de Provence, Colmar devient chef-lieu d'une baillie. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ier, Charles de Duras et Marie de Blois, agissant pour le compte de son fils, Louis II d'Anjou, s'affrontent pour recueillir l'héritage de la reine Jeanne. La communauté de Colmar adhère à l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Ce ralliement est l'occasion pour les communautés d'Allo, Colmar et Beauvezer de négocier en août 1385 une extension de leurs privilèges. La position de faiblesse du comte leur permet de lui extorquer d'importantes concessions, outre une réduction substantielle des impôts, déjà limitée en 1233, et des remises sur les droits déjà dus. Le domaine de la justice rendue par les consuls est étendu, et ceux-ci percevront les revenus générés par cette activité, à la place du comte. Les communautés obtiennent le droit d'établir moulins et jardins sans autorisation et sans payer de cens. Les pouvoirs de police du comte sont limités, une partie des lots et trézins sont abolis, les habitants des 3 communautés sont exemptés de droits de passage, pour leurs troupeaux transhumants, et les marchandises qu'ils transportent, dans tout le comté. De plus, ils peuvent transporter du sel sans contrainte. Enfin, les habitants peuvent construire des maisons, en s'appuyant sur les murailles, percer celles-ci, pour y établir des fenêtres ou des portes. Aucune garnison ne sera installée, sans l'accord des habitants, et cela se fera aux frais des comtes. Les habitants ont le droit de construire des fossés d'irrigation, qui traversent les chemins, et enfin Charles III renonce au droit de vendre la seigneurie, sur les 3 communautés. Dans le cas contraire, et si les communautés se défendent, même les armes à la main, aucune sanction ne sera prise contre elles, et leurs habitants. En 1390, Raymond de Turenne incendie la ville, qui se consume entièrement. La communauté de Colmar fait partie des irréductibles à maintenir son soutien à Charles de Duras, même après la reddition d'Aix. Mais c'est le parti angevin de Marie de Blois qui l'emporte, et en février 1391, les 3 communautés négocient la confirmation des privilèges accordés par Charles III. Mais Marie de Blois a gagné la guerre depuis 4 ans, et son fils Louis II est presque majeur, son pouvoir est désormais bien assuré, et elle revient sur certaines concessions abusives. Les droits de construction, qui affaiblissaient les défenses des 3 villages, et le droit excessif de dériver de l'eau, à travers les chemins, ne figurent pas dans la charte de 1391. De même, le pouvoir comtal revient sur l'autorisation préalable, donnée par la communauté pour l'installation d'une garnison. Il peut désormais défendre les bourgs du Verdon, comme il le souhaite. Marie de Blois accorde cependant une nouvelle foire franche à Colmar, et de nouvelles réductions d'impôts. L'ensemble des privilèges et exemptions accordés sont à nouveau confirmés en 1399 et 1439. En 1478, le roi René, en tant que comte de Provence, donne sa seigneurie sur Beauvezer à Thomas Jarente, un de ses conseillers, malgré la charte de 1385. Quand le conseiller vient prendre possession de son nouveau bien, les habitants de Beauvezer refusent de lui ouvrir les portes, et résistent les armes à la main. Les habitants de Colmar leur prêtent main forte. À la suite de cette rébellion, le comte reconnaît sa méprise, confirme à nouveau les privilèges des communautés, et annule les condamnations qui avaient frappé les rebelles. En 1540, la baillie de Colmar est élevée au rang de viguerie, avec toutes les autres baillies du comté.
Les privilèges de la communauté sont confirmés en 1551, 1560 et 1574, les habitants craignant que, par ces temps troublés, on est en pleine guerre de religion, les archives se perdent, et qu'ils ne puissent plus prouver leurs droits. Lors de ces guerres, la place est la cible de plusieurs attaques. Paulon de Mauvent, capitaine protestant, pille la ville en 1560. Un capitaine opérant pour son compte, Cartier, prend et rançonne la ville en 1583. Les ligueurs la saccagent quelques années plus tard. Le 8 août 1672, un incendie détruit entièrement le bourg. En 1690, un détachement piémontais assiège la place, et incendie Villars, ce qui pousse au renforcement des défenses de la ville. Colmar est un centre de production d'une toile grossière, du genre du Cadizé appelé Cordeilla. La production s'exportait vers le Dauphiné et le Piémont. Son rôle de place forte frontalière entraîne l'installation de quelques administrations. La ville est le siège d'une viguerie, jusqu'à la Révolution, et elle bénéficie d'un bureau de la poste royale. Progressivement, si la communauté conserve ses privilèges, ceux-ci perdent de leur importance, les péages se réduisent, le consulat est une institution dont toutes les communautés bénéficient, le droit s'uniformise, et efface les particularités locales, la fiscalité évolue, ce qui explique que ces privilèges n'aient pas été défendus au moment de la Révolution. Révolution française. En octobre 1790, alors que la crise frumentaire, à l'origine de la Révolution persiste, le maire de la commune de Colmar vient à Villars, y prendre du grain qu'il y stocke, pour le déplacer à Colmar. Les habitants de Villars s'y opposent, et seule l'intervention de la garnison de Colmar permet le transport. Cet accrochage, qui se double d'un second le 8 novembre, débouche sur la scission en deux communes, de Colmar et Villars-Colmar en mai 1792. La société patriotique de la commune y est créée à l'été 1792, après une première tentative, qui avait rencontré l'hostilité de la municipalité au printemps. La production textile reprend au XIXe, dans des fabriques inspirées de la fabrique Honorat de Saint-André de Méouille. Ces deux fabriques emploient jusqu'à 25 ouvriers, 1868, et l'une d'elles se maintient jusqu'en 1926. La Révolution et l'Empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre. Les fonctionnaires du cadastre, traitant les communes par groupes géographiques successifs. En 1827, le cadastre dit napoléonien de Colmar est achevé. Comme de nombreuses communes du département, Colmar se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en compte déjà 3, dispensant une instruction primaire aux garçons au village chef-lieu, à Clignon et Chaumy. Les filles sont aussi concernées, grâce à la loi Fallou, 1851, qui rend obligatoire d'ouvrir l'école aux filles, dans les communes de plus de 800 habitants. En 1921, la place forte de Colmar est déclassée. Le 14 juillet 1944, Jacques Lippmann, chef du maquis lorrain de l'Organisation de résistance de l'armée, ORA, dirige un défilé du maquis à Colmar, qui se termine par une prise de parole, devant le monument aux morts. Lieux et monuments. Aujourd'hui, le chemin de ronde de la cité est accessible, en passant par la maison-musée du Haut-Verdon. Architecture civile. Les vieux ponts. Le vieux pont, au sud, à quelques mètres du pont plus moderne, et le pont haut, au nord, sont classés. Le pont haut, long de 17 mètres 10, et large de 2 mètres 80, il repose sur une arche de 6 mètres de portée, avec une hauteur sous-clé de 17 mètres. Il est doté d'une trompe d'élargissement rive gauche du Verdon, et on voit les trous de boulins ménagés pour soutenir le cintre lors de la construction. Il est établi au XVIIe ou au début du XVIIIe siècle pour faire passer la route sur l'Adret, moins sensible aux gelées et aux crues. Il est classé monument historique. Le pont Saint-Roch, vieux pont ou pont bas, construit en aval de Colmar, il fait 22,50 mètres de long, pour une largeur de 2,50 mètres. L'arche segmentaire mesure 11 mètres de long, et la hauteur du pont est de 7,40 mètres. Là aussi, les trous de boulins sont visibles. Des demi-arcs de décharge ont été ajoutés lors d'une restauration. Sa date de construction est incertaine, mais il est désaffecté en 1894 et classé monument historique en 1927.
Le pont de Misson sur la rivière de la Lance est signalé dans d'une rive à l'autre, les ponts de Haute-Provence, de l'Antiquité à nos jours. La construction d'une place forte se justifie par la présence de la frontière avec l'Ubaye, à quelques kilomètres au nord de Colmar, Allot relevant alors du duché de Savoie. Colmar fait partie des places royales dès 1593. Cependant, le col d'Allot n'est franchissable que quelques mois dans l'année, et uniquement par une troupe réduite, sans artillerie aussi. La fortification de la ville n'a à faire face qu'à des assauts à l'échelle, repoussables par des feux de mousqueterie. C'est ce qui explique son aspect léger, voire peu solide, très éloigné de la massive fortification bastionnée construite par Vauban dans le nord et l'est de la France. Le bourg est fortifié dès le Moyen Âge. Ces fortifications sont reconstruites après le passage de Raymond de Turenne, 1390, puis reprises au XVIe siècle. Avant le raid savoyard de novembre-décembre 1690 sur Seine et Colmar, l'ingénieur en chef de la Provence, Niquet, propose des corrections. Les tours bastionnées sont construites à ce moment-là. Vauban fait un voyage dans les Alpes en 1693, mais ne visite pas la ville, il se contente de signer les plans qui lui sont proposés par ses subordonnés à Saint-Paul-de-Vence, commandant les 2 redoutes appelées « forts ». Ces redoutes et améliorations sont construites par Richerand, ingénieur en chef pour le Dauphiné et les places de la Haute-Provence. Il visite par contre la place en 1700, pour inspecter les travaux qu'il avait commandés, et y trouve de nombreux défauts, qui n'ont pas été corrigés selon ses instructions. En effet, en 1713, le traité d'Utrecht rattache l'Ubaye à la France, et Colmar devient alors une place de seconde ligne, puis de troisième ligne après le rattachement de Nice en 1860. L'enceinte fortifiée trouve son origine au Moyen Âge, les murailles sont en partie du XIIe siècle, en partie du XIVe siècle, pour Henri Ribière, ou seulement du XIVe siècle, pour la Drac. Raymond Collier, qui ne tient compte que des améliorations les plus récentes, la date de la fin du XVIIe siècle. Des travaux y ont été faits sous François Ier, malgré ceci, la ville n'est à l'abri que des coups de main, et des attaques surprises. Elle est défendue par 5 tours bastionnées, et 2 tours carrées. Les 2 tours carrées, Gravier et Clarent, datent, au plus tôt du XIVe, au plus tard du XVIe siècle. La tour Saint-Joseph, rectangulaire, a été construite entre 1693 et 1695, sous la supervision de l'ingénieur Richerand, d'après les projets de l'ingénieur Niquet datés d'octobre 1690. Les 4 tours restantes, du Clocher, du Verdon, Dauphine et Garcin, sont de forme pentagonale et dites bastionnées. Conçues par Niquet en 1690, elles avaient déjà été modifiées sous François Ier. Les murs de toutes ces tours ont 80 cm d'épaisseur, et sont donc uniquement des défenses contre le feu de mousqueterie, elles ne peuvent résister ni à l'artillerie névro-balistique, catapulte, ni au canon. À l'origine, l'enceinte n'a que 3 portes. Au sud, la porte Saint-Pierre, puis la porte de France dont le nom a varié depuis le XIVe siècle, porte de l'Aiguière, puis basse au XVIe et XVIIe siècle, au nord, la porte Saint-Martin devenue de Savoie à la fin du XVIIe siècle. Les 2 premières sont défendues par des tours médiévales et par un réduit de forme pentagonale construit au-devant. Ces réduits sont imaginés par l'ingénieur Niquet dans son projet du 15 octobre 1690, mais ils ne sont construits qu'en novembre-décembre 1691. La porte de Savoie est en outre dotée d'une bretèche. La porte Saint-Pierre est située au sud de l'enceinte, au quartier des Moulins du Plan Estelle, proche du Verdon, son linteau est encore visible dans la muraille. Elle mettait en communication les moulins et le quartier des Granges ou de la Citadelle, actuellement le Barry. La porte Saint-Pierre est attestée dans les cadastres de 1645, puis de 1663 et de 1674. Dans le cadastre de 1645, il existe une rue de la Porte Basse à la porte Saint-Pierre, qui correspond à l'actuelle rue Saint-Pierre. Cette porte n'est plus mentionnée dans le cadastre de 1714, elle semble avoir été murée lors des réparations aux murailles durant l'été et l'automne 1690. 2 autres portes ont été ouvertes au XXe siècle, la porte de la Lance, et celle du Barry. Toute l'enceinte n'est équipée que pour résister aux feux de mousqueterie, et mal pourvue en postes d'artillerie. Les forts de Savoie, au nord, et de France, au sud, constituent des défenses avancées, mais seul le fort de Sex est équipé pour accueillir de l'artillerie. L'enceinte et les forts sont classés monuments historiques. Le fort Saint-Martin, puis de Savoie, puis fort de Sex, 1887, est dû à Richerand, qui dessine les plans,
et en dirige l'exécution de 1693 à 1695. L'ancienne église Saint-Martin, collégiale qui se trouvait sur son emplacement est abattue. Il est renforcé de guérites, pont-levis, et de casemates au début du XIXe siècle. Son plan est trapézoïdal, du côté de la ville, un avant-fort, et une tour à canon, mais la tour à canon n'a jamais été dotée de système d'évacuation des fumées. Enfin, une communication semi-enterrée, et en zigzags relie le fort à la ville. Il possède les seuls logements. Construit pour la troupe de toute la place, il ne servait cependant qu'en cas de siège et en temps de paix, pour abriter la garde tournante. Le reste de la garnison logeait chez l'habitant. Les dortoirs sont équipés de cheminées de ventilation. Il sert actuellement de salle de spectacles et d'exposition. Le fort sud, ou du Calvaire, puis de France, puis sous 1887, est construit à la même époque que le fort de Seix, également par Richerand. Il est doté de locaux de réserve enterrés, dont un magasin à poudre, une citerne et une caserne. L'enceinte carrée a 25 mètres de côté, avec des murs épais de 4 mètres à la base. Les fossés qui l'entourent ont 7 mètres de large, mais moins d'1 mètre de profondeur. La terrasse offre un espace restreint pour la manœuvre des canons, pour rendre les artilleurs invisibles aux vues d'ennemis. Placés sur les hauteurs voisines, des parapets en pierre sèche sont construits. Il dispose également d'un magasin à poudre et d'une citerne voûtée, ce qui lui donne une certaine autonomie vis-à-vis du corps de place. Diverses améliorations lui ont été apportées au XIXe siècle, le parapet crénelé est créé en 1827, les 2 courettes latérales ont été couvertes afin d'aménager 2 chambres, pour l'officier et les hommes de troupe. Il a conservé sa double caponnière d'accès, construite en 1693 à 1695. Une première restauration, après défrichage et déblaiement, a eu lieu en 1980, par études et chantiers. L'arsenal est construit dans la première moitié du XIXe siècle. L'ancien hôpital des bourgeois, à 3 étages et datant du XVIIIe siècle, est transformé en caserne au XIXe siècle, et appelé depuis caserne Gassendi. Bien que n'ayant jamais eu un rôle militaire, et s'étant retrouvé loin des frontières, à partir de 1713 et du traité d'Utrecht, rattachement de l'Ubaye à la France, la place n'est déclassée qu'en 1921.